Sur les coopératives, oui, alors c'est important de rappeler le passé, en effet. C'est important parce que ça date de Mauss et de Jaurès, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Vous avez un mouvement des coopératives qui est un mouvement assez fort. D'ailleurs, il faut dire que, par exemple, dans un pays comme l'Angleterre, ça a commencé d'abord par les coopératives de consommateurs, alors qu'en France, les coopératives de producteurs ont occupé une place assez déterminante. Et dans le Tarn, dans un certain nombre d'endroits en France, c'est un mouvement très fort. Et la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait des coopératives. Que la position de Marx n'était pas très claire. C'est-à-dire que souvent, il y a en particulier dans un texte qui était publié par Marx, c'est dans le cadre des débats internes à la Première Internationale, où il se méfiait de la question des coopératives, en disant il ne faut pas du tout que ça donne l'idée qu'on puisse arriver à construire une alternative au capitalisme de l'intérieur du capitalisme, et donc il faut privilégier la rupture brutale, donc la révolution, etc. Et ensuite, simplement, les coopératives viendront, etc. Et puis, de toute façon, les coopératives doivent être centralisées, il doit y avoir un plan national des coopératives, etc. Autant de points avec lesquels on peut être, à mon avis, de mon point de vue en tout cas, en désaccord, mais ça ne règle pas pour autant la question de savoir quels sont les rapports entre les coopératives. Et la question sur laquelle a échoué le mouvement coopératif, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et même jusqu'en 1920, jusqu'en 1930, ça a duré très longtemps, ce mouvement des coopératives. Il y a même eu un mouvement du coopérativisme catholique, initié par quelqu'un qui s'appelait Charles Gide, qui disait il faut la République dans l'atelier, et il n'est pas tolérable qu'il y ait la monarchie dans l'atelier et la République à l'échelon national. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Il y a eu un débat assez acharné sur cela. Mais la question des rapports des coopératives entre elles, et la question des coopératives prises dans leur ensemble avec le reste de l'économie n'a absolument pas été réglée. Et c'est une des questions qui a fait que justement, lorsque tout ceci a été par espèce d'érosion successive remis en cause, le mouvement des coopératives s'est trouvé complètement désarmé. Et ils se sont fait, pour beaucoup d'entre eux, en effet, absorber. Certains ont résisté, la plupart non. La plupart non. Parce que la question, et ça se pose aujourd'hui, la question de fond est de savoir comment résister à l'environnement, qui est un environnement qui est celui dominé entièrement par la logique du marché. Donc il faut bien que l'économie coopérative, sociale et solidaire, ça veut dire parfois un peu tout et n'importe quoi, mais dans l'économie sociale et solidaire, vous avez des gens qui sont des partisans de la logique du commun. Et là, à ce moment-là, il faut réfléchir, il faut réfléchir à deux points. Premièrement, la relation des coopératives entre elles, il ne faut pas que ça reste des expérimentations complètement isolées. Et deuxièmement, la relation de la coopérative à son propre environnement social. Or là, à cet égard, il y a beaucoup à apprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui, justement, à mon avis, très justement, se méfient de l'étiquette de la coopérative et insistent pour que la relation de la coopérative à l'extérieur, c'est-à-dire à l'environnement social, soit intégrée dans le fonctionnement même de la coopérative. Parce que l'esprit coopératif, attention, dans les principes du mouvement coopératif, il y a quand même cette idée que vous avez une part, vous avez une voix. Et on présente ça comme étant le summum de la démocratie. Mais sauf que vous avez des coopératives dont l'activité est amenée, comme on dit aujourd'hui, à impacter d'une façon assez profonde l'environnement social, l'environnement économique, voire l'environnement naturel. Donc, que fait-on des gens qui habitent, par exemple, à côté d'une coopérative, d'une entreprise coopérative, et qui peuvent être directement concernés, qui sont la plupart du temps directement concernés par les retombées de cette activité? Est-ce qu'on fait comme si c'était des usagers consommateurs qui n'avaient strictement pas leur mot à dire dans le fonctionnement de la coopérative? Ou est-ce qu'à l'inverse, comme certains tentent de plus en plus à le faire, je pense à Biomé en Grèce, mais ce n'est pas le seul exemple, est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là soient intégrés dans le fonctionnement même de la coopérative? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la lettre des principes du coopérativisme et de faire en sorte que les usagers ne soient pas considérés uniquement comme des consommateurs ou des clients? Est-ce qu'on peut faire une place politique à l'usager? Ça vaut aussi pour les services publics. Je dis bien une place politique à l'usager. Pas consommatrice. Et non pas du tout l'usager comme consommateur. Ça renvoie à une conception de l'usage. Le terme d'usage est trop, excusez-moi, mais pollué par 4 décennies de néolibéralisme, et quand on pense à l'usager, on pense immédiatement au consommateur. On pense au client, on pense au client. Et donc il y a tout un travail à faire pour dissocier la notion d'usage de cette dérive-là, parce que finalement l'usage, ça consiste d'abord et avant tout, alors les peuples autochtones le savent particulièrement, à veiller sur quelque chose,
à le préserver, à l'entretenir, à le protéger. Ce qui n'a rien à voir avec l'hyperconsommation effrénée qui, précisément, en général, menace l'existence d'une ressource ou d'un territoire. La logique des coopératives à la fin du XIXe siècle ne posait pas les problèmes de cette manière-là.